La parole est à Monsieur Alain Tourret pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Les policiers ne comptent plus le nombre d'affaires judiciaires qui ont été résolues grâce à la géolocalisation. On doit de ce fait, bien évidemment, en tenir acte. Cependant, j'ai été fortement interpellé par un certain nombre de nouveaux faits, de nouvelles décisions. La première chose, et j'y reviendrai, c'est la délibération de la CNIL du 19 décembre 2013, qui est publiée opportunément aujourd'hui, portant un avis sur le projet de loi relatif à la géolocalisation. La deuxième chose, c'est la déclaration du bâtonnier de Paris, M. Pierre-Olivier Sûr, qui considère que, en légiférant ainsi, nous nous aventurons vers des dangers et vers une possible intrusion dans notre système juridique d'un Patriot Act tel qu'il a pu être fait, Monsieur le Président, aux États-Unis à partir de 2001. Et je voudrais avoir ensuite une réflexion sur finalement un bloc intangible de liberté qui, à mon avis, ne peut pas être entamé. Alors je comprends parfaitement bien qu'on doit s'adapter à de tels procédés scientifiques, surtout à partir du moment où ils permettent d'arrêter un certain nombre de malfaiteurs. Pour autant, Madame la Ministre, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise puisque, depuis un certain nombre de mois, d'années, le bloc des libertés se restreint, et il se restreint un peu constamment, au motif qu'il faut assurer plus de possibilités aux services de police et de gendarmerie pour poursuivre les délinquants, les malfaiteurs, la pègre, ce que je comprends parfaitement. Mais je me pose un certain nombre de questions et finalement je voudrais avoir à vous proposer un Patriot Act à l'envers. Qu'est-ce que c'était que le Patriot Act? Du coup, j'ai essayé de m'y reporter. Ça a été pris par les États-Unis à partir de 2001. 16 dispositions ont été prises. Elles devaient simplement être effectives pendant une durée de 4 ou 5 ans. Elles concernaient les pouvoirs donnés à tout un certain nombre d'agences, que ce soit CIA, FBI ou autres. Elles concernaient la réduction des droits de la défense. Elles concernaient le statut de toutes les personnes qui sont à Guantanamo. Et elles concernaient également tout un certain nombre de mesures intrusives en ce qui concerne les possibilités d'intervenir sur toutes les sources électroniques, téléphones et autres. Les associations de défense des droits de l'homme aux États-Unis ont été très vent debout contre toutes ces mesures et n'y sont pas arrivées. Et je constate que finalement, au bout de 5 années, il a été décidé que 14 des 16 dispositions s'intégreraient finalement dans le bloc législatif américain. Finalement, c'est un peu vers cela qu'on s'oriente. Alors, je comprends bien, Monsieur le Président de la Commission des lois, que le bâtonnier Sûr aurait pu avoir une argumentation peut-être plus juridique, je l'admets. Mais je me pose le problème en termes de bloc de liberté. Et ce bloc de liberté, je constate qu'il s'entame sur tout un certain nombre d'éléments fondamentaux des libertés. En ce qui concerne la garde à vue, en ce qui concerne la détention provisoire, en ce qui concerne le rôle du parquet, en ce qui concerne l'absorption par la notion de terrorisme de tout un certain nombre d'autres considérants juridiques. Finalement, est-ce que l'on ne pourrait pas essayer de réfléchir, Madame la Ministre, à la constitution d'un bloc intangible des libertés et en tout cas à une consultation préalable, telle que ça peut se faire en matière sociale, d'un côté de la CNIL et de l'autre côté à la consultation de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une institution qui a été accréditée par les Nations unies en 1947 pour éclairer l'action du gouvernement et du Parlement dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Certes, elle peut s'autosaisir, mais c'est l'exception, et en réalité, elle n'est pas saisie systématiquement. Alors finalement, c'est un peu ça ma question. C'est un peu cela, dire jusqu'où peut-on aller? Un amendement déposé par le groupe socialiste en matière de garde à vue dernièrement nous réservait la possibilité de maintenir la garde à vue jusqu'à 96 heures en dehors de tout phénomène de terrorisme. Il a été retiré. Mais c'est dire que les dangers que l'on peut prendre à ce niveau-là. En ce qui concerne la possibilité de référence par rapport au crime organisé, vous savez qu'actuellement, ce n'est pas du tout certain que ça tienne en matière de référence constitutionnelle. Et j'ai le sentiment qu'il y a un risque très important que l'on prend en disant, voilà, on a la garde à vue qui peut se faire pendant un certain nombre d'heures là. Pour le terrorisme, ça va jusqu'à 96, mais on peut trouver une méthode intermédiaire telle qu'elle a été faite par le crime organisé. Je crains que nous ayons un certain nombre de désillusions à cet égard. En tout cas, il est nécessaire de rappeler qu'en matière de garde à vue, il y a un bloc intangible. C'est nécessaire de le rappeler également en ce qui concerne la détention provisoire. L'affaire des 3 ans et des 5 ans, j'avais été le premier à la lancer en 1997 sur la notion de détention provisoire, en estimant qu'il n'était pas possible de mettre quelqu'un en détention provisoire lorsqu'il y avait une infraction de 3 ans pour les délits contre les personnes et de 5 ans pour les délits contre les biens. C'était un grand progrès en la matière, mais on n'avait plus la possibilité de revenir. Et ce que je crains, c'est qu'on mette ici telle ou telle exception. Alors là, on va nous dire c'est l'évasion, je ne sais quoi encore. Ici, ça va être la possibilité de vol éventuellement qualifié ou pas. Il ne faut pas aller dans le cadre de ces exceptions. Il faut avoir des principes, se tenir à ces principes qui sont les seuls motifs de trouver un bloc de liberté pour nous défendre. Nous aurons toujours, Madame la Ministre, Monsieur le Président, des services de police qui nous diront si on avait eu tel moyen, on y serait arrivé. Vous nous donnez tel délai pour saisir le procureur de la République, ça serait tellement mieux si on ne les avait pas à les respecter. Un officier de police judiciaire, pourquoi voulez-vous qu'il soit soumis à telle déclaration? Vous nous entravez dans le cadre de la possibilité de faire nos recherches. Je comprends parfaitement cette argumentation. Que le ministre de l'Intérieur la soutienne, poussé par les forces de police, il devrait d'ailleurs leur résister beaucoup plus. Mais je crois que sur tous ces problèmes-là, il faudrait arriver à tenir sur un bloc intangible. Et je suis extrêmement gêné à ce niveau. Et je m'appuie d'ailleurs sur la délibération de la CNIL que j'ai là, où, à titre liminaire, la Commission rappelle que l'utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement sensible au regard des libertés individuelles dès lors qu'elles permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l'espace public que dans les lieux privés. Il est donc nécessaire qu'un encadrement strict soit respecté dans le cadre des enquêtes prévues par le Code de procédure pénale. En effet, ces dispositifs ne sont pas uniquement des aides techniques à la réalisation de filatures, mais peuvent également apporter des éléments relatifs à la vie privée qui n'auraient pu être portés à la connaissance des enquêteurs dans le cadre d'une filature traditionnelle. Et l'avis de la Commission en ce qui concerne également la protection de certaines professions doit être rappelé, et également sur les caractères intrusifs en matière de domicile. En raison de la violation du droit à la vie privée qu'occasionne une telle intrusion, la Commission considère que la rédaction proposée entraîne une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou de recherche de personnes disparues, etc. Et estime donc qu'il est nécessaire de modifier cette rédaction. Madame la Ministre, votre discours était fort bon. Vous avez rappelé qu'effectivement, lorsque nous sommes dans le cadre d'un vide juridique, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui, à partir de ce moment-là, est privative sur les droits fondamentaux. Je le conçois très bien. Mais je voudrais rappeler avec force les principes fondamentaux sur lesquels je m'appuie là. Ce sont finalement les grands principes de la Déclaration des droits de l'homme. Et vis-à-vis de ces grands principes de la Déclaration des droits de l'homme, il ne me semble pas bon, il me semble dangereux et il me semble finalement attentatoire à nos libertés fondamentales que de trouver toujours des exceptions et de systématiquement essayer de permettre une action incontestable des forces de police, mais le résultat ne doit pas se faire au détriment de nos libertés.
Voilà pourquoi, Madame la Ministre, je suivrai vos propositions et je crois que le Sénat, en la matière, s'était monté d'une grande sagesse. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur